Bonjour et bienvenue à l'Entracte Martial. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir à mes côtés Romain Morel, expert en Krav Maga. À travers cette discipline, et fort de son expérience acquise sur le terrain, Romain va partager avec nous sa réflexion sur la protection personnelle. La protection personnelle va au-delà de la pure self-défense telle qu'on la définit généralement. C'est une réflexion qui va au-delà de la technique pure. Elle couvre les aspects de stratégie, de tactique, mais également une dimension politique à travers notre responsabilité civique. Romain est détenteur du 5e degré de Krav Maga dans la Fédération française du sport travailliste. Il est également 4e dan de ces disciplines dans la Fédération française de karaté. Il est auteur des programmes des grades pour les élèves et jusqu'au 5e degré des instructeurs. Il est également directeur de la collection sport aux éditions Atlante et auteur du livre Le Krav Maga pédagogique au sein de cette édition. Enfin, il est cofondateur, co-manager du centre Imperium Fight qui a ouvert ses portes début février à La Île-et-Rose, une commune qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de Paris. Sans plus attendre, je vais le laisser se présenter et nous en dire un peu plus sur lui. Bonsoir Assad. Tu as a priori déjà tout dit pour ce qui concerne les arts martiaux et les sports de combat. Comme on en parlait avant l'entrevue, moi je viens des arts martiaux vietnamiens, de superbes souvenirs et puis une vraie discipline fondatrice avec le Vo Vinam et le Viet Vo Dao Kim Long. Et après, pour ce qui semble t'intéresser, j'ai eu pendant très longtemps une entreprise de sécurité avec laquelle j'ai été contraint de tester le Krav Maga en situation. D'accord, contraint. Tu nous en expliques, tu nous en diras plus lors de l'interview. Donc justement, comme vous l'aurez compris, comme Romain l'a introduit, donc le sujet du podcast de ce soir va tourner donc autour du Krav et de la protection personnelle. Et pour ceci, avant tout, je pense que ce qui serait intéressant pour nos auditeurs, c'est que tu nous fasses un petit rappel historique sur ce qu'est le Krav Maga. Et puis après, on y reviendra. Alors, c'est le Krav Maga. Je vais faire d'abord un point sur ce qu'est le Krav Maga en France. C'est une discipline qui arrive en 1987 avec Richard Douvieb dans l'Hexagone. Ensuite, une deuxième organisation s'est présentée en 1995 avec IKMF et Philippe Kadouche et Eyal Yanilov. Moi, donc, j'appartiens à ce deuxième courant. Et depuis cette époque, il y a eu une multiplicité de courants qui se sont mis en place. Aujourd'hui, la délégation Jeunesse et Sport est à la FFK, donc la Fédération de karaté, depuis 2005. Et pour ce qui est l'historique plus générique du Krav Maga, on trouve beaucoup de choses sur Internet qui, comme pour d'autres arts martiaux, relèvent plus de la mythologie que du fait réel. Ouais. Et l'ancien de Paris 4 Sorbonne, l'historien que je suis, a quand même regardé en profondeur les sources concernant la discipline et mes conclusions actuelles qui peuvent évidemment évoluer en fonction des nouveaux faits que je pourrais avoir porté à ma connaissance dans le futur, est que le Krav Maga est une discipline issue du close combat de l'armée israélienne, qui est lui-même issu du close combat du Major Fairbairn, donc qui est un Anglais qui a été militaire puis policier à Shanghai de 1905, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 1940, et qui est le père du Défendo, qui a écrit des livres comme Get Tough, Kill or Get Killed, et donc ce sont les combatives de la Seconde Guerre mondiale qui ont vraiment nourri la discipline du Krav Maga, qui a pris son nom définitif de Krav Maga qu'en 1970, contrairement à ce qu'on peut lire dans différents ouvrages. Et, il n'avait pas de nom avant, ou il s'appelait différemment ? Avant, en fait, il s'appelait tout simplement self-défense. D'ailleurs, le mot hébreu, c'est Haganah, qui veut dire la défense ou self-défense. Donc ça peut être une organisation de défense comme une méthode de self-défense. Donc c'est vraiment comme le mot français autodéfense, si tu veux. Et donc ça s'appelait Haganah, et c'est Yaron Lichtenstein, qui est un authentique 9e dan de Krav Maga,
délivré des mains du fondateur. Authentique, j'aime bien cette Voilà, précision. authentique, parce que pour le coup, peut y avoir des gens qui s'autoproclament, qui s'autodonnent Des grades. Voilà, des grades. Autant lui, a priori, c'est vraiment tracé, c'est vraiment documenté. Donc, c'est un authentique 9e dan de Krav Maga qui a commis un DVD qui s'appelle l'encyclopédie historique du Krav Maga, que je recommande. Et lui, il explique bien que la bascule du nom de Haganah vers Krav Maga, c'est août 1970. Alors, peut-être que tu pourrais faire un rappel pour nos téléspectateurs. Que veut dire Krav Maga, du coup, si ça veut pas dire protection Krav Maga, en personnelle. hébreu, ça veut dire combat avec contact, du mot Krav, et donc combat, Donc, c'est et Maga, close combat. contact. C'est close combat, voilà, c'est un terme générique. Et on peut voir aussi des historiques qui parlent de ce qu'on appelle le kapap, donc Krav Panim, les panim, et en hébreu panim c'est le visage, donc c'est le combat visage contre visage, et en fait en bon français on traduirait ça par combat face à face. Combat face à face. Face à D'accord. face. Et est-ce que du coup, ce changement de nom, est-ce qu'il y a eu aussi un changement de pratique, de philosophie? Est-ce que ça a Alors, une incidence? De ce que j'en ai compris, hein, peut-être que Bien sûr, mais de bien ce que sûr. j'en ai compris, c'est que le fondateur, donc Imi Lichtenfeld, est un formateur au sport, d'une manière générique, dans l'armée israélienne jusqu'à sa retraite en 1964, et il a également enseigné donc le close combat, qui s'appelait a priori le kapap. Et quand il prend sa retraite militaire, il souhaite créer un art martial, donc vraiment un art martial avec intégration à la fédération de judo israélienne, le port d'un kimono, donc le kimono du judo au départ, un système de Parce que ça, ceinture. on ne le voit plus. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais vu dans les vidéos sur Internet. alors, on voit pas ils n'ont pas de kimono. Alors c'est ça, on le voit de temps en temps encore, mais c'est vrai que pour un pratiquant de base, quand il voit un Krav Maga qui a l'air très militaire, le faire replonger dans les origines historiques, ça peut perturber certaines personnes. D'où parfois les confusions de définition du Krav Maga. On va avoir des gens qui vont le pratiquer comme un système de close combat ou d'autodéfense. Donc moi c'est comme ça que je l'ai appris dans mes écoles, c'est comme ça qu'on le retranscrit. Mais il y a d'autres personnes qui vont apprendre le Krav Maga comme un art martial, c'est-à-dire avec un système où tout est dit en hébreu. D'accord. Et, Bon, ça, à la rigueur, on voit en karaté, ils comptent en japonais. Exactement. En Viet Vo Dao, moi j'ai appris à compter jusqu'à 10 en vietnamien. C'est parfait. Même un peu au-delà peut-être. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve une espèce de pot pourri de définition et qu'il faut déjà qu'a priori un professeur il se donne déjà une vraie définition à lui-même sur ce qu'il veut faire autour du Krav Maga, qui reste en fait un terme générique. Donc, si je comprends bien, parce que là on parle, donc quand on est en kimono, en gi, c'est plus du sport. Et quand on parle d'armée, de militaire, là on pense tout de suite vraiment à quelque chose de concret sur le terrain, donc sauver des vies ou je sais pas, enfin pas un sport en tout cas. Donc comment se situe avec toutes ces définitions? Donc ça pourrait peut-être, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a eu un glissement ou comment ça s'est passé Alors c'était de ce que j'ai compris, je dis bien de ce que j'ai compris, c'est le fondateur voulait créer un art martial, mais malgré tout un art martial à but d'autodéfense. Et pas un art martial qui mixerait de la compétition avec l'aspect martial justement. Oui. Même si dans le Krav Maga moderne les choses sont en train de changer parce qu'il y a des organisations qui proposent des compétitions, ce qui va quand même à l'encontre de l'esprit initial du Krav Maga, mais pourquoi pas, les gens sont tous libres de faire ce qu'ils veulent. Et, tu parles à l'international ou tu parles en France? Même en France, ouais, la FFK organise des compétitions de Krav Maga. Donc, au début, c'était des compétitions de démonstration. Et là, ils sont en train d'évoluer vers des formats de compétition combat pour tester le main nue contre main nue, le main nue contre arme, ce qui est plutôt, de mon point de vue, une évolution positive. Et nous, notre format qui n'est pas compétitif, qu'on peut proposer à différentes organisations en plus de la nôtre, c'est le format du challenge. Donc plusieurs organisations le font dans le monde. C'est plus intéressant à mon sens,
ou sur les challenges Krav Maga. On va proposer plusieurs types d'ateliers. Donc un atelier de soins au combat de type T3C, un atelier de mise en situation professionnelle, donc simuler une entrée de boîte de nuit par exemple ou un contrôle de véhicule. Et on va finir avec des ateliers combat, en général du grappling à la claque et une phase d'escrime au couteau contre couteau. D'accord. Alors tout ce que tu viens de me dire là, tout ce que tu viens de nous dire, on n'est pas dans le domaine de la boxe. Ah non, pas du tout, non. Donc on est loin en fait de l'approche de compétition. Là on est plutôt sur la phase où on va travailler. Ce qui moi m'a intéressé dans le Krav Maga, c'est l'aspect travail situationnel, c'est-à-dire mettre les gens dans des situations de stress qui tentent de reproduire ce qu'on peut retrouver dehors. D'accord. Mais là, on n'est plus dans le sport, on est d'accord. On n'est pas dans le sport, non. Ah non, on n'est pas dans le sport. On est plus dans la préparation, des corps et des esprits, on va dire, à des situations de rue. Après, ça dépend tellement du public qu'on va avoir. Voilà, je vais le dire très clairement, c'est très dur de préparer des gens qui viennent du 16e arrondissement. Les banlieusards sont beaucoup plus réceptifs à ce type de préparation. Et voilà, forcément, l'être humain, d'un être humain à l'autre, la préparation identique va être plus ou moins bien vécue, plus ou moins profitable à la personne qui la reçoit. D'accord. Mais donc là, tu es en train de dire, c'est ce que tu enseignes, en fait, c'est le programme de tes cours. Donc tu n'enseignes pas le côté sportif, tu enseignes le côté... Pas dans le Krav Maga, non. Sur d'autres disciplines, on a des élèves des clubs de Krav Maga qui voulaient se tester en compétition. Donc pour eux, on leur a monté il y a 2 ans en arrière un club de Pancrace. Pour qu'ils fassent de la compétition sous le format du Pancrace, dont les formes de corps en fait se rapprochent le plus de ce qu'on va travailler dans le Krav Maga. Mais on est bien d'accord, on sépare bien les choses, c'est important. D'accord. Et donc, moi, il y a des choses, donc là, comme on est dans la protection, on va dire dans la self-défense, on n'a pas encore parlé de tout ce qui est légal, tout ça, mais juste dans la préparation, en fait, tu parlais de corps et d'esprit. Et rien qu'au niveau du corps, moi, tu me diras après ce que tu en penses, hein, mais quand j'entends par exemple des vidéos où des personnes, dont je ne nommerai pas les noms, mais plutôt haut gradés, qui disent que n'importe qui peut... et pour moi, c'est pas possible si on n'a pas une certaine condition physique. Au-delà de l'esprit, on ne peut pas dire à une jeune fille frêle de 50 kg qu'à un mastodonte de 120 kg. On est parfaitement d'accord. Là, tu m'as vu faire non de la tête. Les auditeurs vont pas. Donc ça, là, on est. Là, c'est quelque chose de très clair. Le discours commercial qui consiste à dire à une jeune fille de 50 kg qu'elle va placer une clé de bras après un coup de pied au parti à un mec sous ecstasy qui fait 100 kg, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et former quelqu'un à la self-défense, c'est d'abord lui apprendre qui il est. C'est très important, c'est-à-dire qu'il connaisse ses capacités et surtout l'aider à identifier les dangers auxquels il peut avoir à faire face pour savoir ce qu'il peut faire et ne pas faire. C'est-à-dire, je vais être un peu cash et là on parlera de la légitime défense après bien sûr. Une jeune fille de 50 kg, si elle arrive à monter rapidement dans sa voiture pour mettre le contact et percuter le mec sous exta qui fait 100 kg, ça c'est du Krav Maga. C'est-à-dire qu'elle va réfléchir aux moyens qu'elle va pouvoir employer de manière réaliste pour stopper par exemple un individu. Et le côté calcul de situation est en fait primordial. Et moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans la discipline, c'est-à-dire savoir qui on est et savoir à l'instant T ce qu'on peut faire sur une situation donnée. Et donc là, pour reprendre l'exemple que tu cites, c'est un exemple où les qualités physiques sont, on va dire, c'est plus des qualités mentales, de jugement de situation, de résistance face au stress, parce que tous ces choix, il faut les faire de manière lucide
Et quand on a un individu sous ecstasy qui veut votre peau ou autre chose, hein, mais c'est pas forcément. Donc c'est comme ça que. Comment tu prépares? Alors ça, en fait, c'est la préparation. Elle est, les gens qui viennent faire du Krav Maga, malgré tout, faut pas se leurrer. Ils viennent pour le côté social, c'est-à-dire être dans un groupe, pour se dépenser physiquement. Donc c'est pour ça qu'il y a une approche au niveau de la préparation physique qui ressemble beaucoup à des comment dirais-je, enfin qui sont des copier-coller de ce que les sports de combat vont proposer en termes d'échauffement, de sparring aussi pour renforcer la capacité à prendre des coups et à en donner. Et c'est vraiment l'aspect scénaristique, c'est-à-dire préparer des scénarios dans des environnements variés, c'est-à-dire pas seulement à la salle. Nous, on emmène aussi nos élèves dans les bois pour qu'ils apprennent un peu à vivre en forêt. On essaye de se mettre dans des lieux urbains. On a la chance parfois d'avoir des parkings souterrains à disposition pour travailler du situationnel ou même pendant très longtemps je donnais un cours dans la boîte de nuit dans laquelle je travaillais. C'était la vieille époque du Krav Maga. Et du coup, tu travaillais en tant que portier, tu es responsable. C'est ça. Ouais. C'est en fait pour payer mes études, j'ai commencé à faire de la sécurité sur des soirées puis en boîte de nuit. Et puis le prof de karaté de cette salle ici, c'est mon meilleur ami. Il s'appelle Greg. Il a monté une boîte de nuit qui s'appelait le Babylon Club et qui a fermé en décembre 2015 dans Paris. Et dans la foulée, moi j'ai monté une boîte de sécu pour protéger sa boîte. D'accord. Voilà. Donc, d'accord. Comme ça, nos auditeurs peuvent aussi entendre que Romain ne fait pas qu'enseigner donc des choses, on va dire pas sportivement, mais au sein d'un club. Il y a une vraie facette professionnelle derrière. Ah oui. Et donc, est-ce que c'est le Krav qui t'a amené à ça ou ça qui t'a amené au Krav ? C'est l'inverse. C'est le fait de... Donc, comme je te disais, je venais des arts martiaux vietnamiens. Ouais. Et quand on est jeune, on est beaucoup plus fort que maintenant qu'on commence à prendre de l'âge, évidemment. Mais non, on n'est pas vieux. Voilà, on n'est pas vieux, mais le temps passe. Et du coup, j'avais eu des vrais problèmes... sur des entrées de soirée où évidemment quand ça doit partir de travers, ça part de tout ce qui peut partir de travers part de travers, l'alcool aidant, les horaires, la nuit avançant. Et du coup il me manquait vraiment un aspect tactique et de calcul de situation. Donc en gros je prenais des risques inconsidérés, ce qui m'a valu des dents déplacées ou quand même quelques coups pris avec des armes contondantes dans les jambes. Et du coup, je me suis mis au Krav Maga en 99 parce que j'avais justement des camarades qui travaillaient en sécu qui pratiquaient cette discipline. Et tous les gens de l'époque qui la pratiquaient, on était presque tous déjà des compétiteurs en pied-point. Donc en fait, on travaillait très peu l'aspect sportif qui peut être travaillé dans les clubs aujourd'hui. Parce qu'il faut bien fonder une base, c'est-à-dire que la base on l'avait tous déjà. Ouais. Et, la base physique. La base physique et même technique. Et en fait, ce qui manquait, c'était le calculateur de situation. Et moi, pour le Krav Maga, j'aime bien faire une analogie automobile, parce que tout le monde la comprend, même les filles. Je suis curieux de l'entendre. Parce que et du coup, tout ce qui va être une discipline de base comme de la boxe ou de la lutte, ça va te permettre de créer, de mon point de vue, le châssis, le moteur de la voiture. Et le Krav Maga, ça va être l'ordinateur de bord, le GPS. C'est lui qui va te permettre en fait d'optimiser l'action de ton moteur et de ton châssis. Où est le conducteur ? Alors le conducteur, il fait les deux. C'est-à-dire il connaît bien son moteur, il connaît bien son châssis, il sait comment fonctionne son calculateur. C'est peut-être pas la meilleure des analogies du monde, mais au moins permet parfois à certains élèves de comprendre ce qu'on fait, ce qui est important. Ouais, alors je vais te poser une question de débat aussi, hein. Mais ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est comment une discipline militaire, donc qui est faite pour la guerre, peut être transposée à un milieu civil. Là, tu nous parles d'expérience de boîte de nuit. Ouais. Et à une boîte de nuit, je conçois qu'à partir d'une certaine heure, il y a des sauvages qui traînent. Ouais. Mais on n'est quand même pas on n'est pas sur un champ de bataille. Et ben, en fait, c'est même, faut prendre
prendre le problème à l'envers, à mon sens. En dépit de mon âge qui avance, je fais toujours de la réserve dans l'armée de terre. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire des choses très très intéressantes pour un réserviste. C'était pas un secret, j'étais chef de détachement sur des vigies pirates avant que ça glisse sur des sentinelles ou autres. Donc la préparation du militaire, tu vas la faire de telle manière à ce que tu lui fais faire du close combat ou du tueur si on prend les acronymes actuels pour renforcer son mental, mais il va d'abord servir ses armes. C'est-à-dire qu'un militaire n'est contraint d'aller au corps à corps que s'il ne peut plus utiliser ses armes qui sont les plus efficaces. Donc si tu regardes un peu l'histoire des guerres mondiales, la plupart des auteurs un peu sérieux vont te dire que tu as 3% des morts qui sont morts au corps à corps pendant la Première Guerre mondiale, 1% des morts qui sont morts au corps à corps pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce pourcentage diminue à mesure qu'on avance vers notre époque. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morts au corps à corps. Donc le militaire, quelque part, il va faire du corps à corps, mais c'est quelque chose qui... C'est quand il est à poil. Voilà, c'est quand il est à poil, il a peut-être été capturé, et puis il va falloir qu'il tente le tout pour le tout. Mais grosso modo, le portier de boîte de nuit ou le policier, il a quand même beaucoup plus de chances d'utiliser ses mains dans son cadre professionnel que le militaire. Donc typiquement, si tu... Alors c'est peut-être un raccourci qui est très rapide, mais si jamais tu me dis, tiens, on doit emmener quelqu'un qui sait bien tirer, je vais te dire, on prend un militaire. Si tu me dis, sur telle situation, il faut emmener quelqu'un qui sait bien se servir de ses poings, un portier de boîte de nuit, je trouve que ça sera très bien. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes emplois, c'est pas les mêmes spécialités. Et du coup, avec l'entreprise de sécurité que j'avais montée, alors je suis désolé, je parle beaucoup de moi, mais j'avais fait glisser l'activité vers de l'escorte de dirigeants. Donc c'est une activité qu'on a faite en France, à l'étranger aussi. De la protection rapprochée, de la protec, comme on Les gardes du corps. Ouais, voilà, c'est très trivial, mais voilà, l'intitulé c'est vraiment escorte commun du peuple. Oui, voilà, c'est vraiment de l'escorte de dirigeants. Et du coup, en escorte de dirigeants, typiquement en le faisant sur 10 années glissantes, j'ai jamais eu à utiliser mes mains. C'est-à-dire que en termes d'expérience de la confrontation, j'ai jamais eu à utiliser mes mains autrement que pour diriger mon client pour qu'on rejoigne la voiture, parce que le but du jeu c'est d'éviter tout contact. Alors qu'en établissement... Tu veux dire que tu t'es servi de ton arme ou que tu n'as Ah non, pas du tout. Non, non, mais déjà on n'a pas le droit d'être armé en France. Donc moi j'étais pas armé en France, ni même à l'étranger. On faisait pas des pays trop chauds. Parce que faut être en tant prudent. que garde du corps, on n'a pas de licence pour avoir... Alors en France c'est très compliqué. Faut faire une demande à la préfecture. Donc tu as tu as aujourd'hui ce qu'on appelle des ASR, des agents de sûreté renforcés, qui ont le droit d'avoir une arme à feu avec eux. Donc typiquement après Charlie Hebdo, aujourd'hui a priori tu as des ASR qui sont équipés, qui protègent le journal, comme tu en as également à Disneyland Paris. Mais c'est très rare et les autorisations sont données au compte-gouttes si on prend le cadre hexagonal. Et du coup, non, j'ai ni utilisé mes armes, ni eu à utiliser mes mains pour défendre quoi que ce soit. J'ai juste eu à utiliser mon coup d'œil pour une seule et unique fois, prendre notre client et le déplacer pour pas qu'il rentre sur le problème qu'on avait identifié en amont. Alors que pour la boîte de nuit, quelque part, on va pas dire que les confrontations dangereuses sont quotidiennes, parce que c'est pas vrai. Avec Greg, on les a comptées. Donc, on les a comptées sur 10 ans. Les confrontations vraiment très très chaudes où il y a eu des blessés, c'est 23. Sur 10 ans. Sur 10 ans, c'est 23. Alors je vais parler de manière un peu triviale. La claque de bon fonctionnement ou le petit étranglement arrière vite fait placé sur quelqu'un qu'on doit calmer, ça compte pas, parce que ça peut être quotidien. Ça peut être quotidien. Mais par contre, la vraie confrontation violente étendue de groupe à groupe ou de l'équipe, voilà, c'est 2 par an. C'était 2 par an. D'accord. Ou des personnes qui reviennent avec des armes, je sais pas. On a eu la chance de jamais avoir eu ce problème-là. C'est-à-dire que... Bonjour. Salut, ça va? Suleiman. Bonjour Suleiman. Enchanté.
Voilà. Donc du coup, on n'a jamais eu on a eu cette chance-là de pas avoir eu la phase où les gens sont venus nous revoir en représailles. Et on avait la chance, dans la rue du Babylon Club, on avait la chance que ce soit une rue piétonne. Donc on ne pouvait pas avoir de véhicules qui passent devant l'entrée de la boîte. Donc ça aussi, c'était... Mais ça te forme quand même un mental, tu vois. Je tournais avec 4 voitures différentes, je me garais jamais au même endroit. Parce que tu penses qu'il y a des personnes qui en digressent un peu, mais qui par exemple, seraient venues t'agresser dans ta voiture ou... c'est comment C'est commun, je veux dire, ça arrive, ouais. Moi, je m'étais appuyé sur les historiques d'autres portiers. Parce que quand j'ai commencé, si on prend l'exemple du Babylone, j'avais 24 ans quand l'aventure a commencé. Et j'ai quand même posé des questions aux vieux portiers pour savoir comment ça se passait. Et il y en avait un qui m'avait raconté avoir été reconnu par un de ses anciens clients, entre guillemets, qu'il avait sorti d'une boîte, alors qu'il était au cinéma avec sa famille. Et il s'est fait attaquer dans le cinéma par un groupe, alors qu'il était avec sa famille, parce qu'il avait été reconnu. Donc voilà. Moi j'ai plutôt eu la chance d'avoir des types qui revenaient et qui me serraient la main et qui me disaient ah ouais bon ça s'était mal passé la dernière fois, je t'en veux pas, on va oublier le passé puis moi je leur offrais un petit jus d'orange, tu vois. Après il faut faire ça bien, j'ai toujours essayé de jamais faire mal aux gens qu'on était contraint de sortir ou de maîtriser, voilà. C'est toujours intéressant, c'est le côté, surtout pour moi qui en fait n'est connu que à la pratique, on va dire en club, et là c'est la pratique de terrain, donc c'est quelque chose de vraiment très, très riche, j'entends. Et là par exemple, moi ce qui m'a étonné, c'est que d'apprendre que les gardes du corps en France n'ont pas d'armes. Ah, sur les entreprises, elles doivent faire une demande en préfecture si elles veulent armer leurs agents. Alors je dis pas que t'as certaines boîtes qui doivent probablement réussir à les armer, mais moi j'ai jamais entrepris les démarches à titre personnel. Ce que je trouve intéressant dans la conclusion là, que je fais à chaud, c'est qu'on arrive à protéger des personnes sans armes, contre des personnes, des individus qui peuvent être armés. En fait, tout est une question d'objectif dans le travail. Encore une fois, un agent de protection rapproché, il est là pour éviter à son client les problèmes. C'est-à-dire que t'as pas la contrainte d'un portier qui est de rester devant sa porte, par exemple. Donc le portier qui s'échappe, qui reste pas devant sa porte, il perd son boulot. T'as pas la contrainte d'un baqueux, par exemple, en police, qui lui doit faire de l'intervention à chaud. Donc voilà, l'objectif d'un agent de Protec, c'est pas seulement de faire du client bling bling en se montrant avec ses gros bras, ses lunettes noires ou autre. Moi, mes clients, quand je les déplaçais, j'étais plutôt adepte du Peugeot 806 plutôt que de la grosse Mercedes, quoi. Ça me fait penser une théorie comme ça, c'est le Grey, c'est quoi, c'est Greyman, c'est ça? Toi tu en sauras mieux. En fait, se fondre dans la masse, c'est ce que j'avais compris en fait, et plutôt que d'être justement le gros baraquet avec ses lunettes noires, il est visible alors que tu vois, je connaissais pas Greyman, mais en gros c'est ça. T'évites d'être trop visible. Et puis t'évites les problèmes comme ça. D'accord. Mais justement, les problèmes, on peut en parler. On parlait de protection personnelle. Et il y a un point, quand j'avais interviewé Rodolphe, on avait discuté un peu. Salut Rodolphe. Salut Rodolphe. On avait discuté, donc il avait abordé un moment des notions de protection personnelle et de. Alors nous, on parlait du Tai Chi Chuan, et donc nous ne sommes pas spécialistes, que ce soit Rodolphe, que ce soit moi, on n'est pas spécialistes dans ce domaine. Et donc je profite ce soir de t'avoir parmi nous, donc pour en fait un peu renseigner nos auditeurs. Donc on a le cadre donc de la pratique qu'on apprend en club, donc sur des saisies, des piques, des étranglements, des choses comme ça. Et puis il y a ce qui se passe dans la réalité, comme tu nous expliques avec la garde rapprochée par exemple. Moi je pensais qu'ils avaient tous des magnums dans la poche et que... Des magnums
Les magnums à manger au chocolat. Et donc voilà. Donc il se sépare en fait entre ce qui est perçu dans l'imaginaire collectif et la réalité, ouais, il y a quand même une différence. Ouais. Et il y a la loi surtout qui est derrière. Alors, tout ouais, ça. Parce que là c'est un peu court comme entrevue pour parler de l'aspect légal. Juste en 2 mots, ce qui peut vraiment intéresser des gens qui s'intéressent à la protection personnelle, donc on va dire eux-mêmes et leur famille. Il faut déjà développer de bonnes compétences pour aller immobiliser des gens en les étranglant. Pourquoi ? Parce qu'un étranglement qui est bien dosé, je parle bien dosé parce qu'on sait qu'un étranglement peut être mortel s'il est maintenu trop longtemps, mais un étranglement bien dosé va créer très peu de dommages et il y a très peu de risques normalement de monter très fort dans les interruptions totales de travail, dans les ITT. Les ITT d'ailleurs qu'il faut faire attention parce qu'en France c'est un acronyme qui revêt 2 sens. Il y a interruption temporaire de travail et interruption totale. Et les seuls qui sont reconnus au tribunal, c'est bien les interruptions totales de travail qui ont été posées par un médecin légiste. Bon bref, je m'égare. Médecin légiste ? Un médecin. Mort, Non. Alors le médecin légiste justement, la médecine légale ne s'occupe pas que des morts, elle s'occupe aussi des blessures des vivants pour déterminer les seuils on est de invalide blessures. à 100%. Alors voilà, les seuils ça va être en fait 8 jours d'ITT, après c'est 3 mois et après c'est la mort. Je résume, je vais très vite. Okay, ouais. Grosso modo, un pratiquant qui apprend à placer des clés à la volée, il casse un bras, il casse une jambe, il risque de déclencher le seuil au-delà des 3 mois. Donc en fait, s'il passe devant le tribunal, même en se défendant contre un agresseur et qu'il lui casse un bras, en fait, il risque de prendre très cher au tribunal. Là où bien maîtriser quelqu'un... qu'il soit pratiquant ou pas pratiquant. Qu'il soit pratiquant ou pas pratiquant d'ailleurs. Mettre des percussions, c'est pareil. En gros, mettre des coups, ça peut laisser de grosses marques. Donc quelque part, l'aspect du combattant qui est capable de se rapprocher, on va dire, du danger pour aller le maîtriser avec une clé de cou ou un étranglement, il va mieux se protéger après sur l'aspect légal que celui qui aura cassé un bras. Oui, mais comme tu l'as très justement dit, c'est que l'étranglement mal maîtrisé, on a vu, donc c'est pour parler de l'actualité, oui, c'était il y a moins d'un mois. Ils ont cassé le larynx du livreur, je me souviens plus de son nom. Voilà, je me souviens plus de son nom, donc comme quoi c'est... alors tout est une question de... Encore une fois, tout est une question de maîtrise. Tout est une question de maîtrise, mais c'est de toute façon... Quand on met les mains, quand on va au corps à corps sur une situation, on n'a aucune garantie du résultat, ni pour soi, ni pour le ou les personnes qui sont en face. Malgré tout, en termes de visuel aussi vis-à-vis de l'extérieur, mettre des coups à quelqu'un, c'est très très visuel. Là où le maîtriser et puis être capable d'accompagner cette tentative de maîtrise d'un discours où on demande à la personne qu'on est en train de maîtriser, par exemple, de se calmer, fait qu'on ne passe pas pour un fou furieux. Et on est bien d'accord, c'est maîtriser une personne, c'est valable s'il n'y a qu'un seul problème. Si on a affaire à un groupe, de toute façon, on n'aura pas le choix de mettre des percussions. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de la loi, mais aussi des compétences physiques. Donc il faut arriver aussi, il faut avoir la compétence physique. Quelqu'un qui est, par exemple, tu disais, pas forcément sous stupéfiant, mais quelqu'un qui est vraiment complètement déchaîné, je pense qu'il faut être beaucoup plus fort pour pouvoir le... Alors c'est aussi la complexité, si on parle des personnes sous stupéfiants, parce que nous on en avait pour le coup beaucoup à la boîte. Donc, c'était une boîte qui faisait after. Donc, elle était ouverte de 5h du matin à 15h, parfois 20h. Et en fait, les gens qui sont sous stupéfiants, leur mettre des coups, c'est une très mauvaise idée, parce que déjà ils peuvent saigner. Et là, je crois qu'on n'a pas trop envie de se prendre du sang de quelqu'un dont on va dire le bilan sanguin n'est pas clair, ou en tout cas on le connaît pas. Et ensuite, mettre des coups à des mecs qui sont sous cocaïne ou sous ecstasy, en fait, ils sentent pas les coups. Ouais. Et moi, je pensais plutôt à ça, en fait, au départ. Et même les percussions aux parties génitales, ça ne marche pas. C'est-à-dire que dans la douleur, moi, je me suis rendu compte un jour qu'un
un mec qui est sous exta, il peut perdre un œil dans la bagarre, il peut perdre un testicule. Sur le moment, il n'en aura rien à faire. D'où l'intérêt en fait d'aller les maîtriser, les étrangler juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une légère perte de connaissance et puis ensuite maintenir la clé de coup jusqu'à ce qu'on puisse les livrer à l'OPJ le plus proche, à l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc c'est ce qu'on faisait. Et ça s'est plutôt bien passé parce que sur la durée, on a des types qu'on a dû maîtriser qui ont porté plainte contre l'équipe de sécurité. Une fois qu'ils recouvrent leurs esprits. Voilà, on a dû aller 2 fois au tribunal et les 2 fois on a réussi à faire valoir à bien expliquer aux magistrats, aux différents magistrats ce qu'on avait fait et il n'y a pas eu de suite. Mais on a eu de la chance aussi. Et la chance, c'est quelque chose qui est-ce à que, prendre en compte. là, j'ai envie de dire, est-ce que la chance, c'est vrai, mais la chance, est-ce qu'il n'y a pas une manière, donc moi, de ce que j'ai écouté tout ce que tu as dit, et tu disais, en fait, c'est de préparer en amont à des situations. Donc, est-ce que cette chance, c'est pas aussi le fait qu'on a pris les bonnes décisions en amont avant d'arriver... C'est exactement ça. C'est-à-dire que la dimension tactique, elle est très très importante. Et comme plein de jeunes, moi je faisais de la compétition en Viet Vo Dao et de temps en temps on partait même sur des Open de Kyokushinkai. On se faisait casser la gueule par les mecs du Kyokushinkai, c'était très bien. Et Ils n'ont pas qu'une réputation. Ouais, en général on passait peut-être un tour, 2 tours, mais après c'était tout. Ouais, ils étaient très très durs les mecs du Kyokushin. Bon, moi j'aimais bien ça. Mais en fait, monter sur le tapis, saluer le copain de bagarre en face, l'arbitre, c'est quelque chose de simple mentalement. Tu montes sur le tapis, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais là, mais tu sais que tu vas te battre. Donc c'est quelque chose de quelque part, c'est facile pour l'esprit. C'est pas facile pour le corps. Oui, c'est pas facile pour le corps, mais bon, au moins tu sais que tu y vas pour te battre sur un certain temps donné. Alors que dehors, la grosse difficulté qu'il peut y avoir et là je me mets à la place des élèves qu'on a dans les cours de Krav, c'est qu'ils savent pas à quel moment démarrer. Ils savent pas à quel moment... Démarrer eux ou démarrer eux, ouais, ça peut être démarrer eux. Que l'action va démarrer. C'est-à-dire que l'action va démarrer, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des très bons sportifs en sport de combat qui se font embrouiller et qui savent pas quoi faire, qui démarrent trop tard et qui ont de vrais problèmes dehors parce que justement c'est pas dans leur calculateur de situation n'est pas adapté aux situations de rue qu'ils ont pu vivre à certains moments. Tu es en train de dire en fait qu'ils n'ont pas su désamorcer au bon moment. Ils n'ont pas su désamorcer, ou alors ils n'ont pas su s'échapper au bon moment, ou alors ils n'ont pas su rentrer sur le problème au bon moment. Sachant que quand tu fais quelque chose sur un mode de la self-défense, il faut le faire à fond. C'est-à-dire que la communication, si tu veux communiquer avec la personne, il faut le faire à fond. Si tu dois courir, il faut courir à fond. Et si tu dois te rentrer sur le problème, il faut rentrer à fond. Voilà. Rentrer sur le problème, c'est rentrer dans la personne. C'est rentrer dans les personnes. Si on peut la maîtriser, on la maîtrise. En gros, on va résumer la chose en quelques mots. Moi, j'ai toujours vécu en banlieue, mais je suis allé en classe prépa au lycée à Paris. Ouais. Et j'étais parfois stupéfait de voir mes petits camarades parisiens qui pouvaient se faire héler par un groupe de voyous. Et les mecs, comme l'agneau sacrificiel, ils allaient au milieu du groupe des mecs qui les avaient... Voilà, des gars qui l'appelaient, alors que le réflexe du mec du 94, on va le vendre comme ça, c'est ils voient un groupe avec... un groupe un peu chaud, voilà, exactement, des têtes qui leur inspirent pas confiance, un groupe un peu chaud qui les appelle. En fait, on va partir dans la direction opposée en disant ouais les gars, je reviens plus tard, attendez-moi. C'est du positionnement en fait, c'est des codes que n'ont pas forcément les gens, et donc évidemment on essaye de leur expliquer certaines choses en cours de Krav, mais tout le monde ne comprend pas tout, et tout le monde ne peut pas réussir à se défendre avec succès. Il ne faut pas mentir aux gens, mais en même temps... Donc tu es en train de dire, donc, là, par rapport
à ce qu'on disait en début d'interview. On parlait des compétences physiques. Là, tu es en train de dire, c'est les compétences, j'ai pas envie de dire intellectuelles, mais c'est comportementales. C'est du situationnel, c'est du comportemental. Et en fait, le comportemental est vraiment prend le pas sur le physique, parce que tu peux être une bête de combat compétiteur, gagner ta compétition un jour J. Le jour J plus 1, t'es relâché. Tu t'es détendu, tu peux avoir de vrais problèmes. Déjà, ne pas regagner la même compétition que tu as gagné la veille, parce que t'es pas dans le même état d'esprit. Voilà, il n'y a pas le même état d'esprit, il y a aussi l'incertitude de la compétition, et puis en même temps, dehors, on va dire que tout le monde est prenable, c'est-à-dire que vous prenez le meilleur des champions de l'UFC, un groupe décide de lui tomber dessus à la machette pendant qu'il est aux toilettes. Là, je suis entièrement d'accord, c'est un extrême, on va dire. C'est un extrême. Mais donc, là, tu es en train de parler on a un comportement, il y a est-ce qu'on pourrait rapprocher ça avec aussi le mindset, en fait, de prédateur, en fait? Est-ce que dans ta pratique, alors là, parce que hier, j'ai vu, c'était une interview, pas une interview, c'était une émission avec Léo Tamaki. Ouais. Et il parlait en fait de cet instinct de prédation que avant guerre les Japonais avaient et ceux qu'ils ont perdu la guerre, et que ensuite ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas été confrontés à une telle violence. Alors il a parfaitement raison. C'est-à-dire que les conditions créent l'homme. C'est-à-dire que tu prends le même individu à deux époques différentes ou à deux lieux différents, nécessairement il ne développera pas le même mental. Après, pour glisser sur ta question, est-ce que c'est souhaitable de faire je rigole, mais de faire des pratiquants de sport de combat, d'arts martiaux ou de self-défense, d'en faire des prédateurs? Je pense que nous, notre mission de prof, elle est ailleurs, elle est déjà de chercher à faire de bons citoyens pour les plus jeunes et des citoyens qui seraient aussi solidaires de leurs prochains. Parce qu'en tout cas, moi, c'est vraiment un constat personnel que je fais, en tout cas sur ce pays, la France, c'est qu'on voit que les gens sont très individualistes, et mais ça, c'est une tendance en Occident, j'ai envie de dire. Ouais, une tendance en Occident. Si tu vas aux États-Unis. Ah ouais, j'ai pas ressenti ça de la même façon. Alors là, on digresse, mais j'ai un ami qui a vécu 2 ans au Texas. Au Texas, ouais. Il est parti à Houston pour le travail. Et il expliquait qu'en fait, il n'avait jamais vu ça. Et il est français, donc il disait, c'est vraiment, on en arrive à des niveaux. Et donc du coup, il le paient cher, même eux-mêmes, du fait de ne pas vouloir accepter de faire quelque chose pour autrui. Pour les autres, ouais. Voilà, ils en arrivent, ça leur coûte à eux, en fait. Tu vois, j'ai pas eu du tout la même expérience. Le Texas, j'y étais qu'une seule fois il y a très longtemps, mais c'est vrai que j'avais trouvé les Américains plus solidaires vis-à-vis de leurs prochains que ce qu'on pouvait voir en France. Mais bon, peut-être que je suis tombé sur les bons. Les États-Unis sont grands aussi. Voilà, exactement, et je suis peut-être tombé sur les mauvais, en France, mais en tout cas sur Paris, j'ai vu des scènes parfois incroyables où je suis allé ramasser un motard une fois qui s'était vraqué sur les quais de Seine. Il y avait une dame qui était prête à lui rouler dessus parce qu'il se relevait pas assez vite, quoi. Donc moi ça m'avait choqué, donc du coup c'est choquant, ouais, c'est choquant. Et donc dans nos clubs, voilà, ce qu'on cherche à faire, surtout vis-à-vis des plus jeunes, c'est, outre l'aspect self-défense et martial, c'est déjà aller aider quand ils peuvent, parce que quand ils peuvent aller aider une dame à traverser la rue si elle a un certain âge, être capable ne serait-ce que de garder la porte ouverte pour quelqu'un qui rentre dans le gymnase. Enfin, je trouve qu'on a un rôle éducatif, quoi. Ce sont des valeurs, pour moi en tout cas, que j'ai appris, que j'ai retrouvé dans tous les arts martiaux que j'ai pratiqués. Ouais. Alors ça, c'est aussi un aspect qui est particulier dans le Krav. C'est on attire quand même un public de gens qui cherchent à faire mal. On attire les salauds, en gros, je vais le dire comme ça. Ouais. Et j'aurais pas vu les choses comme ça. Mais... moi, je te le dis, j'ai vu aussi des trucs. J'ai vu des trucs qui m'ont pas plu du tout dans le milieu du Krav Maga, parce que c'est une discipline qui vise à développer l'agressivité, qui est quelque chose de positif parmi les pratiquants, mais certains confondent agressivité et violence. Et donc, du coup, on a toujours ce rôle éducatif sur un ton un peu paternel où justement on aide certains jeunes à juguler
leurs accès de violence. Mais bon, j'avais vu aussi dans le Viet de Vodao parfois des montées de testostérone importantes. Je pense que il y a dans tous les groupes des gens un peu comme ça, mais on en attire pas mal quand même dans le Krav. Moi, tu vois, là, si on parle vraiment à préjugés, j'aurais pensé que le Krav Maga, les personnes qui venaient, c'est des personnes qui voulaient apprendre à se défendre rapidement, parce que c'est un peu ce qu'on entend souvent, et qui se disent, bon, allez, je vais aller, et puis ils ont vu une démo sur YouTube, et ils vont se dire, bon, je vais aller, et puis pendant 6 mois, je vais faire ça, et puis je saurai me défendre à Bogota, ou je ne sais pas. Oh là là, surtout à Bogota, tiens, surtout à Bogota. Ouais, non, tu peux avoir ce type de profil, et en fait... Tu peux aussi avoir le profil de personnes qui cherchent à faire mal, à apprendre à faire mal. Mais bon, moi j'ai arrêté de poser les questions aux élèves quant à savoir quelles sont leurs motivations quand ils viennent en cours. Tu le sens ? Parce que non, c'est pas que je le sens. Ah non, c'est pas que c'est. On peut le voir, mais c'est pas que je le sens, c'est que parfois à une époque je posais la question, et en fait personne me disait exactement la vérité. Et donc, du coup, j'ai arrêté de me poser la question. Excuse-moi, mais ça fait un peu comme on parlait des États-Unis et le questionnaire qui te faut remplir. Est-ce que vous êtes un terroriste ? Est-ce que vous avez l'intention de tuer le président ? Ouais, voilà. Qui répondrait oui. Qui répondrait oui, exactement. Donc, du coup, on essaie de sonder nos élèves assez rapidement pour que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Et nous, c'est vraiment le plus important qu'il y ait une bonne ambiance. Et puis, si ça peut être utile à la personne, mais pas que sur l'aspect de la self-défense. Nous, on est contents, on est au service de nos élèves. Merci à toi Romain. Je souhaite au Centre Imperium Fight de rencontrer tout le succès qu'il mérite. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain entracte martial.